Bonjour, bienvenue donc à la fête du court-métrage avec cette table ronde dédiée à la musique de film. Et on va évidemment parler donc de la musique de film, des grands enjeux du travail de musique de film, mais également avec le prisme du montage, comment ça se travaille sur le montage, comment on définit le rythme du film avec l'aide de la musique au montage. On va aussi donc parler du court-métrage, mais pas que, notamment du passage du court au long et comment ce trio quelque part, composition musicale, réalisation et montage vont justement se faire dans la transition du court au long métrage. Alors je vais déjà présenter brièvement, mais on va évidemment longuement revenir sur chacun et chacune. Donc il y a déjà un premier trio qui est Erwan Leduc, réalisateur, avec, on peut dire, sa monteuse, Julie Dupré, avec laquelle tu as fait tes deux premiers longs métrages, Perdrix et La fille de son père. Et il y a Julie Rouet sur ces deux longs métrages à la musique. Et puis on reviendra sur les courts métrages de Erwan, puisque justement la rencontre avec Julie s'est faite sur le long métrage, après des courts métrages sans compositeur-compositrice. Et puis il y a Amaury, ici présent, avec lequel on abordera notamment L'homme d'argile d'Anaïs Tellen, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, l'année dernière ou il y a 2 ans. L'homme d'argile. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc, tu avais fait aussi son court-métrage, Le Mal Bleu, et de voir un peu comment du court au long-métrage, changement de compositeur, de monteur, comment ça s'est fait avec la même réalisatrice, mais un changement au montage. Et puis on abordera aussi Nicolas Pleskov, où là, en revanche, c'est le même monteur sur le court-métrage et le court-métrage et le long-métrage. Alors pour commencer, Erwan, avant de faire ce premier long qui était Perdrix, et la rencontre avec Julie Rouet, il y avait donc ces courts-métrages. Quel était pour toi ton rapport à la musique de film à ce moment-là ? Dans ces courts-métrages, tu as surtout utilisé des musiques qu'on définit comme préexistantes. Est-ce que ce choix des musiques, à quel moment ces musiques-là interviennent dans ton travail ? Est-ce que tu écris en musique ? Est-ce que ça se passe au montage ? Préexistante, quoi. C'est-à-dire qu'elle préexistait vraiment le film. Moi, c'est vrai que même dans ma cinéphilie, la musique à l'image est quelque chose de très important. Enfin, j'ai presque eu envie, quand j'étais adolescent, de faire des films pour mettre de la musique dessus, sur des images. Donc souvent j'ai plein de titres comme ça que j'aime, ou de choses qui m'évoquent, qui me font un peu aller ailleurs, et je note toujours les titres. Et quand le film arrive, je ressors cette liste-là. Sur les courts-métrages, en tout cas, c'était vraiment ça. J'avais vraiment une liste de titres que je voulais essayer, que je voulais utiliser, sans me poser parfois aucune question de production. Donc il y avait quelques malentendus, parce que Led Zeppelin, ça coûte cher. Et parfois, d'ailleurs, c'est arrivé aussi que j'ai 2 versions de musique sur le court-métrage. J'ai un court-métrage qui s'appelle Jamais Jamais, où la musique de fin, il y a une version où c'est Peaches, mais c'était trop cher pour la diffusion sur Arte, parce que le film passait sur Arte, et donc pour la diffusion commerciale à Arte, c'était une autre musique que Peaches, qui était que pour les festivals. J'avais négocié ça avec le producteur. Mais donc, en tout cas, pour répondre à ta question, oui, j'avais toujours vraiment plein de titres comme ça que je voulais essayer, et souvent même je tournais en les ayant en tête. Je les diffusais pas sur le plateau à fond comme fait David Lynch, mais je les avais moi à fond dans la tête, ouais. Et donc finalement, ces musiques préexistantes sont une indication pour le montage, pour la monteuse ? Est-ce que parce qu'une musique finalement, ça impose un rythme ? Oui. Alors je me souviens, on les essaye. Alors après, une indication, je sais pas. En tout cas, on les essayait assez vite, quoi. C'est-à-dire que moi, j'arrivais sur les images, sur le montage. Non, je lui donnais pas. Je me souviens pas que je te filais pas les musiques en disant tiens, on va utiliser ça à tel endroit. Ça, je crois pas. Si, ok, ouais. Si, bien sûr. Je partageais mes listes. Donc. D'accord. Alors Julie Dupré, vous avez travaillé tous les deux sur le court-métrage Jamais Jamais, donc avec notamment le Peaches qui a été retiré pour Arte, comme on vient de le dire. Julie Dupré, donc la même question qu'avec Erwan, est-ce que la musique aide à ton travail de monteuse ? Est-ce que tu as besoin de la musique pour monter ? Oui. J'encourage au maximum les réalisateurs à me donner leurs inspirations et à demander au maximum de matière avant le montage, au maximum, que ce soit de la part des compositeurs ou des playlists du réalisateur. Et même en cours de montage, des fois, j'ai besoin de repartir de ces sources d'inspiration.
Et donc, quand on change de musique comme Peaches, est-ce qu'on remonte en fonction d'une nouvelle musique ou alors pas forcément Alors sur cet exemple-là, on n'avait pas remonté, je crois pas, parce que c'est la séquence de fin et c'est un plan séquence. Donc voilà. Et puis il y avait le générique qui arrivait dessus, enfin, donc la question se posait pas. Mais sinon, quand on va changer de musique, oui, quand on part d'une musique et qu'on peut plus la garder, oui, parfois peut-être qu'on va ajuster forcément. Et puis on en a besoin aussi parce que c'est vrai que quand on s'attache aussi à une musique qui doit s'en aller parce qu'elle est trop chère, il faut refaire un peu aussi pour se défaire de la séquence telle qu'elle était. Enfin, il faut repartir pas à zéro, mais en tout cas réinventer autre chose, ça c'est sûr. On abordera tout à l'heure évidemment la collaboration avec Julie Rouet, mais à ce moment-là de Jamais Jamais, il était pour toi pas du tout envisageable de faire appel à un compositeur, d'une compositrice, ou c'était juste pas dans l'idée Non, en vrai, je savais, parce que je savais pas, je m'étais pas posé la question. J'avais pas travaillé effectivement avec. Alors j'ai eu une petite expérience aux ateliers d'émergence qui n'existe plus, mais qui existait il y a quelques années. Où il y avait des rencontres comme ça. Moi, à cette époque-là, j'avais juste fait un court-métrage et j'avais le deuxième en préparation, c'était Jamais Jamais. Et là, j'avais fait un petit exercice avec un compositeur, un jeune compositeur. On en parlait tout à l'heure. Il se trouve que c'était une expérience un peu étrange pour moi, puisque ce jeune compositeur, par ailleurs très talentueux, il m'avait proposé 2 versions de la même musique, une avec voix, une sans voix. J'avais choisi celle sans voix. Il préférait celle avec voix. J'ai su après que c'est parce que sa copine chantait. Mais surtout, il était allé voir le monteur son dans mon dos pour lui demander de changer. Et il prend pas en se disant que je ne me rendrais pas compte, je ne sais pas. Mais bon, ce qui fait que c'était un peu... je suis parti sur des bases un peu particulières quoi, dans cette collaboration-là. Mais franchement, ce n'était pas conscient. Je ne me suis pas dit après, non, plus jamais, il est fou. Enfin, je n'ai pas fait une généralité. C'est juste que je ne connaissais pas. Et moi, j'avais mes musiques en tête et j'avais envie de les utiliser. Et peut-être que aussi les courts-métrages ont permis d'épuiser ça, ce truc-là d'utiliser des musiques préexistantes, d'avoir un peu son propre jukebox comme ça à défiler, et pour après aller vers autre chose ensuite. Alors pour parler de ce travail, on va regarder des extraits, on va vraiment commenter et voir le concret de comment se travaille la musique de film. Je vais vous montrer, donc j'appelle à la technique, un court extrait. Vous allez voir, c'est très court, mais il y a une chose sur laquelle j'ai envie de vous interroger concernant cet extrait particulièrement. Il s'agit donc d'un extrait de Jamais Jamais, le court-métrage que l'on vient d'évoquer, donc monté par Julie Dupré, réalisé par Erwan Leduc, avec uniquement des titres préexistants. Donc là, c'est un jeune petit compositeur qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Rendez-vous, j'ai oublié. Françoise! Non mais c'est le plombier, je peux pas rater. Tu veux prendre ta trousse de maquillage là? Bon anniversaire ma chérie. Et donc, comme vous l'avez entendu, parfois, il y a la musique, quand elle préexiste, évidemment, elle n'a pas été faite sur mesure. Jean-Sébastien Bach ne s'est pas adapté à un timing comme un compositrice de musique de film. Et là, vous avez coupé dans Bach brusquement. Pardon. Et c'est génial, parce que justement, ça participe, je trouve, de la comédie dans ton cinéma. Oui, après alors pardon Jean-Sébastien Bach d'avoir coupé, mais c'était pas. Alors c'est pas. Moi je coupe comme ça, c'est pas parce que c'est pas. Enfin, c'est parce que je préfère aussi. C'est parce que c'est aussi ça. Je pense que par exemple si Jean-Sébastien Bach, enfin si on travaillait ensemble, je lui demanderais de laisser tel quel. Je lui demanderais sûrement pas de s'adapter à l'image et de s'arrêter quand il faut et de redescendre et tout ça. Non, au contraire. Là, d'autant plus que j'ai besoin qu'il y ait une rupture et que ça vient comme ça. Donc c'est et cette musique qui a cette espèce d'élégance comme ça vient vraiment en contrepoint du personnage, de ce qui se passe dans l'histoire, et donc elle a besoin d'être interrompue brutalement. Et Julie, au montage, du coup, c'est vraiment ce type d'indication d'Erwan, cette volonté de rupture? Oui, moi j'ai juste envie de dire merci Jean-Sébastien Bach, parce qu'on peut te couper à n'importe quel moment, voilà. Mais au-delà de ça, oui, il y a tout ce travail de faire en sorte que la musique n'ait pas forcément une fin narrative, et que cette volonté comme ça de couper brutalement, ça peut être vraiment un enjeu de montage fort et narratif pour le coup.
Et Julie Rouet, qui arrive avec le premier long métrage d'Erwan Perdry. Est-ce que ces courts métrages-là, tu les as regardés au moment de la collaboration? Est-ce que pour toi, ces courts métrages étaient comme un guide? Tu t'es dit pour connaître en fait l'univers d'Erwan et pour savoir où tu mettais les pieds en tant que compositrice? Bah oui, complètement. J'ai vu les courts métrages et j'étais très intimidée. Parce que, en fait, ces musiques, donc là c'est Jean-Sébastien Bach, mais en fait, tu peux aller vraiment puiser dans tous les genres musicaux. Et il y a justement ce plaisir de la juxtaposition et de la surprise, de ce que ça peut créer comme choc. Et donc, pour moi, c'était hyper impressionnant parce que ça voulait dire que j'allais devoir être cette personne qui, en étant juste une seule personne, allait devoir essayer de créer ce choc et cette surprise à chaque intervention de musique. C'est pour ça que c'est toujours hyper fatigant de travailler avec Erwan. Et justement, en termes de placements musicaux, en termes de choix d'instruments, j'ai l'impression, moi, quand je regarde Perdry et puis même le film d'après, La fille de son père, qu'il y a une continuité avec les courts-métrages, musicalement parlant, alors que tu n'étais pas présente. Comme si tu as fait un pont. Bah, tant mieux, mais ça, c'est vraiment la part inconsciente. Après, sur le placement des musiques, c'est pas moi qui place les musiques, c'est Julie, en fait. Et c'est vraiment le jeu... Voilà, c'est Julie et Erwan, pardon. C'est vraiment... En fait, moi, j'ai développé une façon de travailler avec Julie et Erwan que maintenant j'applique avec d'autres cinéastes, mais qui vient de leur façon très particulière de s'emparer de la musique. C'est-à-dire que la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était sur Perdry. Je faisais des musiques sur une séquence, je les envoyais, et puis systématiquement, ils allaient les utiliser ailleurs. Donc, à force, je me suis mise à faire des musiques sans dire pourquoi elles étaient faites, puisque de toute façon, elles allaient se retrouver ailleurs. Et en fait, c'est en faisant ça, c'est en ayant ce jeu, en fait, c'est une façon assez ludique de travailler ensemble et de provoquer des surprises et de, quelque part, de s'inciter les uns les autres en ping-pong à se surprendre encore. Donc, je fais une musique, je l'envoie, en général, je fais même pas mal de musique. Vous allez là-dedans piocher ce qui vous parle, l'essayer à plein d'endroits, et puis il y a un endroit où ça va marcher, puis après ce thème-là, il va peut-être se retrouver un peu partout, il va falloir le varier par la suite, mais... Et ce truc de couper dans la musique aussi très net, c'est des choses que vous faites avec... alors j'ai bien entendu, Julie, que tu préférais les compositeurs morts, mais c'est quelque chose que vous faites aussi et auquel moi je m'adapte, mais qui est aussi une façon de créer du rebond, de créer une forme de provocation en fait dans le travail. Et donc dans le montage, on a évoqué cette idée donc de comment on fait rentrer, comment on arrête la musique, que le montage c'est l'histoire de Julie Dupré avec Erwan Leduc, mais dans le montage il y a aussi évidemment le choix de la destination de la musique, de dire cette musique-là elle sera pour telle séquence ou telle séquence. Est-ce que Julie Rouet, tu orientes un peu la destination? Est-ce que quand tu composes une musique, tu sais d'avance qu'elle sera pour telle scène, ou alors tu fournis de la matière et Erwan et Julie vont décider? Bah justement non, c'est ce que je disais, justement pas, parce que ça ne marche jamais. Donc en fait, j'ai cessé de faire ça et maintenant j'aime bien choisir un champ lexical. Donc je mets des titres qui volontairement n'ont rien à voir avec le film. Je dis pas le thème de Rosa, le thème de je sais pas ou musique pour la voiture, j'en sais rien. Surtout pas. C'est des titres qui sont censés laisser un champ complètement ouvert à leur utilisation. Et après, libre à vous. Alors ça vous parle ou pas hein, cette poésie-là, mais d'associer ces mots-là, ces titres-là et la musique qui va avec des séquences. Et après, il y a des choses qui se dessinent. Il y a un instrument qui, dans notre imaginaire à tous les trois, va devenir l'instrument d'un personnage, mais un peu fortuitement. C'est pas prémédité. Et c'est pas moi qui décide quel sera le thème principal non plus. Vraiment pas. C'est eux qui jettent leur dévolu sur un morceau qui va récurrent. Mmh. Il y a vraiment, enfin moi, pardon, mais je pense que c'est vraiment une discussion en fait, un dialogue qu'on a entre nous à travers la musique, à travers le montage, En fait, c'est le film qui choisit. Pardon, mais c'est de sa faute quoi. C'est-à-dire que Julie, elle va imaginer quelque chose, moi je vais imaginer autre chose, Julie va encore imaginer. Enfin, on va tous avoir une idée de comment cette séquence-là, par exemple, doit exister. Et puis on va tous mettre ça, et au fur et à mesure du travail, c'est très progressif et c'est très laborieux. C'est-à-dire que et la musique, elle va arriver, elle va encore questionner le montage qu'on a fait, elle va questionner le récit, le rythme, la sensation.
parce que moi l'intérêt aussi de la musique, c'est que ça ramène. Pourquoi c'est fondamentalement aussi du cinéma? Parce que c'est fondamentalement sensoriel, sensuel et émotionnel. Donc ça amène ça immédiatement. Mais après, quand je dis que c'est un dialogue, et moi c'est là c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec Julie, parce qu'elle est très souple vis-à-vis de son travail, on va dire. Moi, quand elle m'envoie une musique, c'est vrai que parfois je retiens même juste un instrument. Et on va sortir un instrument parmi tous les autres, on enlève tout le reste, elle nous envoie des stems, donc on peut isoler chaque chose, on peut même déconstruire ce qu'elle a fait, ce qu'elle a passé des heures et des heures à construire, on le déconstruit un peu sans vergogne, mais on essaye comme ça toutes ces choses-là. Et donc ce dialogue-là, il se met en place. Et après, peut-être qu'elle va rebondir là-dessus. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... donc oui, c'est assez collectif, mais pour moi, ce qui c'est, à la fin, c'est pour ça que je dis c'est le film qui décide, parce que c'est lui qui trouve son thème, sa musique à un moment. Alors tu as évoqué quelque chose, c'est STEM. STEM, c'est des pistes séparées en fonction des instruments, par exemple. Donc là-dessus, quand on parle de montage, par exemple, quand tu fournis une musique avec un détachement de chaque piste séparée, est-ce que le travail de montage est aussi de réagencer à l'intérieur de la musique de Julie? Oui. De la même manière qu'on monte les images, qu'on monte le son, on monte aussi, on remonte et on démonte la musique de Julie. Et oui, je te dis, parfois il y a vraiment... et il faut... j'en suis presque à m'excuser et dire je suis désolé, on a gardé que ça, ou alors il y a vraiment que cette mesure-là qui m'intéresse, mais c'est très... oui, ça peut être un peu raide aussi par rapport à la proposition qu'elle fait, qui est comme ça, et puis moi je dis tiens, c'est juste... Mais à partir de ça, elle repart sur autre chose, et ainsi de suite. Après, Julie n'est pas la monteuse la plus... comment dire, qui monte le plus dans les musiques. J'en connais c'est surtout en série que ça se passe comme ça, où on envoie des stems et puis les monteurs refont leur petite musique à l'intérieur. Là, c'est plutôt un exercice d'enlever tout ce qui est inutile et d'aller à l'essentiel, d'aller piocher le stem qui vous intéresse. Et il y a des trucs comme ça qui... Après, oui, effectivement, on va pas travailler dans la composition. La mélodie ou des trucs, non, je crois pas. Effectivement, c'est plus de travailler sur qui rentre quand et qui parle, quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'on recompose pas. Ça, c'est vrai. C'est encore autre chose. Oui, on va pas s'amuser dans les stems à bouger des choses pour créer une autre musique. Mais par contre, on va utiliser plusieurs musiques dont on va faire une musique parfois. C'est-à-dire aller chercher tel cuivre, telle corde, et puis on les mélange, on les enchevêtre. Donc c'est un autre travail. Dans Perdrix, il y a trois accords qui reviennent plusieurs fois, qui étaient en fait le début d'un morceau que vous n'entendrez jamais. Et on entend juste les trois accords un peu théâtraux. Et d'ailleurs, peut-être même que dans la version initiale, il était une seule fois et toi, tu l'as mis en boucle. Enfin, c'est des trucs comme ça qu'on a vraiment créé collectivement. Pour le coup, on ne peut pas dire que je sois la seule. Donc c'est intéressant cette idée de monter, de faire du collage finalement. Mais est-ce que parfois, toi, quand il y a ce travail de collage et que tu vois le résultat, est-ce que de ton côté, tu vas réharmoniser comme recomposer un morceau à partir de ce collage ? Ça arrive, ça peut arriver. Par exemple, 3 fois le même accord en boucle, je vais peut-être proposer qu'on change un peu. Mais en général, ça plaît pas. Et il faut revenir à l'idée de base. C'est-à-dire que si c'était 3 fois le même accord, il y avait peut-être une raison. C'était ce qu'on aimait, c'était la répétition, c'était le côté un peu systématique. Et donc, ça m'arrive très souvent de réécrire des choses pour les rendre plus musicales à mon oreille. Et vraiment, 3 fois sur 4, ça passe pas. Et toutes ces étapes de travail là se font avec ce qu'on appelle la maquette, j'imagine, c'est-à-dire le brouillon numérique de la musique avant même de faire interpréter par des vrais instruments. Oui, c'est ça. Et donc, par exemple, sur Perdrix, il me semble que tu avais dans la maquette toi-même au piano. Ah oui. Tu peux raconter cette histoire ? Ah oui, cette histoire-là, j'avais enregistré une longue impro au piano, sur le piano de ma mère, que j'avais utilisé un petit zoom, vous voyez, ces petits appareils que j'avais placés derrière moi, comme ça, juste pour chercher des idées. Et après, j'avais monté dedans en me disant que j'allais, si jamais ça marchait, refaire ça proprement. Et en fait, c'est cette version enregistrée au zoom, avec les craquements du tabouret, avec... tout le fond d'air et la mauvaise qualité de cet enregistreur qui est resté, parce que mais ça il était même pas question de le réenregistrer, c'était évident dès le début que ce serait cette version là, même si moi à l'époque j'ai un peu cheminé depuis, mais pour moi ça me faisait une violence quand même de me dire
Là, le son, il est pas propre. Pour un autre morceau, j'ai réenregistré un truc et qu'on n'a pas utilisé. Et c'est la maquette qui est dans le film. C'est ça. Ouais. On parle de piano. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le fait que tu aies gardé cette maquette? C'est parce que c'est un geste spontané, c'est quelque chose qui a... Je pense qu'il y a ça, dans l'interprétation, il y a quelque chose de cet ordre quand même, que j'avais du mal à et en tout cas, quand on a refait derrière, je me souviens très bien, effectivement, quand on a enregistré tous les autres instruments, bah, t'avais un beau piano dans un beau studio et t'as réenregistré certains morceaux. Et moi, pour moi, il y avait quelque chose qui était différent. Je dis pas que c'était mieux ou moins bien, mais vraiment, c'était plus pareil. Et puis, oui, c'est l'imperfection de l'enregistrement en lui-même. On entendait les craquements du parquet, on entendait un peu le piano qui n'était pas tout à fait juste parfois, ou qui était un peu fragile. Enfin, c'est ça, cette fragilité-là qui me plaisait et qui, en plus, en fait, ça faisait sens avec la scène, ça faisait sens avec ce qu'on montrait. Et d'imaginer quelque chose de très propre et très pur et très... non, ça, tout d'un coup, je trouvais que c'était dommage, quoi. Mais c'est vrai que ça demandait, je me souviens très bien, ça demandait un effort pour Julie d'accepter cette imperfection-là. Maintenant, c'est quelque chose que moi, je demande globalement à tous les gens avec qui je travaille. Hein. Le chef-op aussi, l'ingénieur du son. Il y a toujours un moment où je leur dis on s'en fout de la technique. Enfin, on s'en fout que ce soit bien fait, quoi. Et au contraire, il faut chercher une impureté, il faut chercher une imperfection, il faut chercher une manière de faire un peu différente. Et là, sans même en discuter, sans même le prévoir, ça s'est passé comme ça, effectivement. Mais pour moi, c'était évident qu'il fallait garder ça. Après, techniquement, j'ai pas non plus. C'est plus facile pour moi parce que j'ai pas la connaissance, donc je suis pas musicien. Et puis même au son, ces imperfections-là me gênent beaucoup moins que Julie ou que toi, je pense. Ça te gênerait. Donc moi, l'effort est moindre, quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, régulièrement, en tout cas les réalisateurs, lorsque vous êtes en montage. On sent que c'est un moment où vous êtes très concentré, un moment où vous cristallisez beaucoup le regard que vous avez sur votre film. Et donc pour vous, c'est pas toujours évident de lâcher ces maquettes. Et donc il y a souvent le syndrome des maquettes, de s'y habituer. Et nous, on repasse derrière parce qu'on trouve que c'est pas nécessairement très juste ou que c'est pas en place ou des choses comme ça. Mais souvent, les réalisateurs s'habituent beaucoup à ça. Donc on est obligé d'accepter parce que... C'est un combat perdu d'avance. Et Amaury, je vais t'interroger à nouveau, parce que c'est intéressant d'avoir ton retour, ta réaction, de par ton expérience, de ce qu'on a entendu. Sur cette idée de collage, par exemple, est-ce que toi, tu as vécu ce type de choses ? Oui, c'est très régulier. En ce moment, avec Julie, on s'est rencontrés, c'est un peu le hasard, mais on est en train de travailler ensemble sur une série en ce moment. Voilà, c'est ce qu'on décrivait à l'instant, c'est-à-dire... mais je pense que tout ce qui a été décrit là sur l'expérience de musique et de montage, c'est assez inhérent aux films et aux séries d'auteurs. Donc évidemment, tous les films sont des films d'auteurs, mais c'est-à-dire des films qui se construisent beaucoup au montage, où on va chercher des choses un peu originales à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas des films d'action, des comédies, tous les films de genre, et j'en ai fait un certain nombre, où la place de la musique est vraiment beaucoup plus ce qu'on appelle du scoring, où on fait de la musique d'accompagnement, d'orchestre, d'action, et la place de la musique est beaucoup plus conventionnelle. Voilà. En tout cas, c'est l'entrée, la sortie, son rapport, son niveau, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup moins. Alors que dans les films d'auteur, il faut pouvoir être surpris tout le temps avec des choses qui ne sont pas conventionnelles. Là, on a eu le bac coupé d'un seul coup. Il faut pouvoir surprendre tout le temps. Voilà. Donc oui, c'est très courant, en tout cas, dans les films, avec les réalisateurs dits vraiment les films d'auteur qui veulent s'emparer de la musique. Donc nous, on doit évidemment lâcher prise sur beaucoup de choses, mais ça fait partie de l'exercice, ouais. Alors regardons des extraits de Perdrix, puisqu'on en a parlé, et puis on va entendre d'abord le piano dans Perdrix. Mais avant d'entendre le piano, on va enchaîner 2 courts extraits, un autre instrument dans ce premier extrait. Vous ne rechercherez pas un assistant pour vos recherches? Tu me demandes ça pour te rapprocher de ma fille? Fais sortir avec elle? Donc on ne bat que pour la science et la muscu.
On peut applaudir ce travail magnifique, très beau. Et donc on voit dans le deuxième extrait, on entend dans le deuxième extrait la douceur et qui va avec un placement en douceur. Ça se termine très doucement, etc. Et le premier extrait, ce sifflement est interrompu net pour soutenir l'action. Et vous remarquerez évidemment qu'il s'agit d'un même thème. Donc il y a l'idée en fait dans votre travail, dans le travail de musique de film, de ne pas être que dans l'illustration, mais évidemment d'avoir un peu l'arc narratif, comment la musique va se développer, cette progression, comment ça se travaille cette progression avec ces thèmes et ces variations de thèmes. Est-ce que vous avez travaillé ça en amont, avant le montage, ou c'est sur le montage que ça s'est construit? Alors, c'est vraiment au montage, c'est vraiment pas du tout prévu ça avant. D'autant moins que la première séquence là où le personnage que joue Swan Arlo déambule dans les rues n'était pas au scénario, donc elle était même pas prévue dans le film. Donc non, c'est vraiment au moment du travail, quand on commence à trouver un peu les endroits qui vont être ceux du film, les musiques qui vont intervenir, et où ça c'est vraiment le travail de Julie qui va réussir à mettre une cohérence dans cette incohérence. Voilà. Mais après, c'est un très bon choix d'extrait parce que c'est vraiment l'illustration parfaite de ce qu'on disait avant. Donc ce sifflement. Donc, déjà, à la base, pourquoi le sifflement ? C'est un moment où moi, je maquettais alors que j'étais pas chez moi, donc j'avais pas tous mes outils. Et je voulais mettre de la flûte, mais bon, mes sons de flûte étaient pourris, donc je me suis dit, je vais siffler. Et je leur dirais que c'est pour remplacer par une flûte. Puis j'avais fait aussi une version saxophone. Et en fait, il y avait un accompagnement, il y avait d'autres trucs. Et là, Erwan et Julie ont gardé le sifflement couplé avec du saxophone. Et il n'était pas question de refaire autre chose que ce sifflement-là, qui était ce qu'il fallait, et qui, là aussi, m'a fait une petite violence à laquelle j'ai dû m'habituer. Mais en fait, maintenant, je trouve ça super. Et ensuite, donc au moment où qu'est-ce qui se passe ? C'est un pot de fleurs qui tombe. C'est un pot de fleurs, bien sûr. Et ben tout ça, c'est vraiment des petits extraits, des petits événements issus d'autres morceaux qui sont coupés, qui sont posés là au montage et qu'après on a réenregistré proprement. Mais en fait, ça se sent que c'est un truc. Personne n'a écrit ça en fait. C'est vraiment une mosaïque. C'est une juxtaposition de plein de petites choses. Et ensuite le piano. Donc ça, c'est un piano. C'est celui-là qu'on a essayé de réenregistrer ensuite en studio. Et en fait, ça c'est de la maquette, c'est du sample. C'est pas le piano de ma mère. Mais il y avait dans ces samples quelque chose de très fragile, de très doux, qui était impossible à refaire sur un vrai piano. Et vous entendez la boucle. À un moment, il y a une boucle.
J'ai essayé de faire une petite variation quand même pour que ce soit pas littéralement une boucle, mais cette boucle-là, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Julie. Et après, elle a fait la boucle et il y avait la fin du morceau. Bref, j'étais un peu coincée dans ce truc-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'une boucle ? Bon, bah tant pis, on va garder la boucle, quoi. Donc vraiment, c'est comme ça que les choses se fabriquent et je dis pas ça en les regrettant, mais de fait, voilà, il fallait une longueur de morceau qui a été comme ça rajoutée. Oui, et ces boucles, on les fait parce qu'on a une musique et on a un réalisateur qui nous dit « Non, mais moi, je veux que la musique, elle commence là. Je veux pas là ou là, c'est pas bien. Et je veux qu'elle finisse là. Et là ou là, c'est pas bien. » Donc, on est là, mais on coupe dans l'image. Non, je veux pas qu'on coupe dans l'image. Donc, on se retrouve comme ça à finalement faire de la musique à l'image avec la musique et les images avec des contraintes, les envies des uns, les envies des autres. Et on finit par trouver une solution pour l'émotion, la séquence, qui parfois passe par devoir remonter la musique, la reconstruire à l'intérieur d'elle-même. Ouais, et exactement pour ces mêmes raisons de point de synchro, d'entrée, de sortie, ça t'est arrivé de ralentir des musiques. Et moi, j'invite fortement les monteurs à le faire parce que ça veut dire que si vous trouvez le bon tempo, le boulot est fait à ma place, donc tant mieux. Mais je veux dire, on en passe parfois par là dans les transformations pour trouver quelque chose qui colle avec la musique. Sinon, il faudrait que je sois là à tout instant derrière votre dos à refabriquer des choses sur mesure. Et sur La fille de son père, donc deuxième long métrage, et vous vous retrouvez tous les trois. Est-ce que Julie, là, puisque c'est une retrouvaille, est intervenue plus tôt par rapport à Perdrix ? Non, parce que Perdrix, enfin les 2 fois, ça s'est fait au scénario. On s'est rencontrés, j'ai proposé le scénario à Julie, enfin je lui ai fait lire, et puis on a commencé à échanger à ce moment-là. Donc c'est quelques mois avant le tournage, je dirais. Et là, on échange. Moi, j'ai des références un peu en tête. On se dit des choses qu'on va absolument pas suivre derrière, mais en tout cas, on part de quelque chose. Et là, alors la différence avec La fille de son père, c'est que assez vite, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, j'avais envie d'un film qui n'est que de la musique originale et qui n'ait pas du tout de chanson, qu'il n'y ait pas de voix du tout. Enfin voilà. Donc il y avait et très vite, j'ai dit ça à Julie. Je lui ai dit voilà, ça va être quasiment que ta musique et il y en aura beaucoup. C'est-à-dire que ça va vraiment être une partie importante du film, sans du tout savoir ce que cette musique devait être. J'avais pas d'a priori là-dessus. Et ce qu'a fait Julie, c'est qu'elle m'a renvoyé, donc avant le tournage, elle m'a renvoyé plein de musiques qu'elle avait composées, dont des musiques de Perdrix que j'avais déjà écoutées, mais que j'avais pas retenues. Il y en avait beaucoup comme ça. Et il y en a une qui m'a semblé intéressante, notamment pour l'ouverture du film, qui est une longue séquence musicale qui était écrite comme ça, où sur 5, alors au final ça dure 8 minutes, mais sur 8 minutes, ce qui est quand même très long, sur 8 minutes il n'y a quasiment pas de paroles, c'est que de la musique, et on traverse 17 années ou 18 années de la vie d'un personnage. Mais donc elle m'avait fait écouter cette musique-là, et je suis quand même tourné aussi en me disant ça va être cette musique-là, on va utiliser ça. Et finalement on l'a pas utilisé, mais c'est resté, et moi j'ai tourné des choses en partie à cause de ça, et puis après le travail a commencé, mais donc c'était différent à cet endroit, oui, quand même, parce que moi je partais d'une musique de Julie. C'est intéressant, parce que, par exemple sur Perdrix, quand Julie, il y avait ce travail au montage, est-ce qu'elle a dû parfois remplacer des musiques qui avaient servi, des musiques temporaires, au montage, sachant que là, sur La fille de son père, c'était une musique de Julie elle-même qui a servi. Bah, oui, j'ai essayé, il y avait cette fameuse scène de la nuit où j'ai essayé 12 trucs, je pense, et où à la fin, c'est quand même la musique temporaire qui est restée. Et par contre, les 12 trucs que j'ai faits, ils ont servi ailleurs. La musique temporaire, c'était Vivaldi. Voilà. Bon, bah, voilà. Amaury, par exemple, on va parler de L'homme d'argile dans un instant, mais sur cette question de musique temporaire, c'est quelque chose que j'entends beaucoup de la part des compositeurs, où ils découvrent un montage et il y a plein de musiques qui balisent le montage et le compositeur qui passe après. Quel est, toi, ton regard là-dessus ? Alors, sur L'homme d'argile ou la plupart des films, effectivement, les theme tracks, comme on appelle ça, hein, les musiques temporaires, moi, ma politique, c'est que je n'incite pas nécessairement à le faire, mais je ne l'interdis pas non plus. Je ne peux pas dire à un réalisateur non, ne teste pas cette musique, parce que je pense que... Alors, on le sait que c'est dangereux, hein, parce que c'est parfois des musiques qui sont... Alors, les compositeurs morts, à la limite, c'est libre de droit, on peut relativement facilement les synchroniser, mais quand c'est Led Zeppelin ou des titres à 6 ou 7 chiffres, on sait qu'on va passer derrière, que ça va être difficile. Donc, mais en même temps, je ne peux pas l'interdire. Donc, s'il y a des choses à essayer,
on y va, et nous, on peut récupérer des informations là-dessus, sur les musiques, voilà, peut-être l'harmonie, une instrumentation, un tempo, un point d'entrée. Il y a quand même des choses intéressantes qui sont à regarder. Mais voilà, il faut faire très attention à ça. Évidemment, les theme tracks, c'est un peu dangereux, ouais, surtout quand les gens ont les moyens de tout acheter. Ouais. Donc c'est un guide, mais il y a le danger de devoir limiter, quoi, c'est ça? De toute façon, le réalisateur sera 9 fois sur 10 sera déçu. Parce que le moment du montage, c'est un moment, voilà, de vraiment d'intimité qu'ont les réalisateurs avec leurs personnages, avec la narration. On n'est plus du tout dans l'énergie du tournage ou après la folie des festivals. Il y a un truc intime qui se cristallise beaucoup à ce moment-là. Oui, mais s'il y a des choses à essayer, il faut les essayer. Et d'où l'intérêt finalement d'anticiper au maximum avec le compositeur-compositrice du projet pour que finalement le montage se fasse avec ces musiques-là. Julie? Oui, moi je voudrais juste ajouter que dans une salle de montage, on voit le film à peu près 400 fois. Donc forcément, si on met une musique, on s'y habitue très très rapidement. Et j'ai vraiment eu au fil du temps des expériences heureuses ou malheureuses par rapport à cette habitude de montage. Et donc, par exemple, moi, en tant que monteuse, aujourd'hui, j'essaye vraiment de mettre le moins de musique que l'on ne pourra pas utiliser dans le film. Mais vraiment, sauf si vraiment on est coincé, on est obligé. Mais parce que je sais à quel point ça peut être douloureux de s'en séparer, et alors que peut-être qu'artistiquement, ça aurait été mieux de jamais la monter. Enfin, j'exagère, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et même pour les musiques classiques, même pour les Vivaldi et tous les autres, j'essaye d'aller chercher la version qu'on va pouvoir mixer, parce que c'est pareil, en fait, même sur des musiciens qu'on va pouvoir utiliser les compositions, en fait, on s'attache, quoi. Il y a vraiment... voilà. On va regarder l'ouverture de La fille de son père. On va pas regarder les 8 minutes, la première partie, mais en ayant en tête que donc une musique de Julie a servi au montage et a été ensuite remplacée par une musique originale. Au début, Étienne a 20 ans et ne se doute de rien. Et voilà, on peut applaudir La fille de son père. Et donc pendant ces 8 minutes, donc ça va continuer, on va raconter vraiment le passé des personnages avant le début du film. Et ce qui est intéressant, c'est comment la puissance de la musique pour raconter une histoire, pour même créer un montage musical. C'est-à-dire qu'il y a des rebondissements, la musique va raconter quelque chose, un récit.
Ouais, alors l'histoire de la fabrication de cette séquence-là, c'est que vraiment, vous vous êtes dit assez vite, cette séquence d'ouverture, elle doit être muette. Et vous m'aviez envoyé 2 versions, une avec du Vivaldi, une avec Ravel, juste pour pas trop m'intimider, quoi. et donc l'idée, c'était de fabriquer une espèce d'ouverture de symphonie, mais sans avoir composé la symphonie. Puisque c'est vraiment la première chose qu'on a faite sur ce montage. Et ce que j'ai fait, moi, à ce moment-là, c'est que j'ai pris, maintenant, c'est bon, il y a prescription, j'ai le droit de le dire, des morceaux inutilisés d'un autre film que j'ai juxtaposés et ajustés pour créer toujours cet effet de contraste, de musique pas tout à fait faite pour l'image. Si j'avais fait quelque chose pour l'image, ça aurait sûrement pas fonctionné. Et donc, je vous ai envoyé ces 2 morceaux-là qui sont devenus un seul. Et après, on a travaillé avec ça. Et la vraie difficulté... Et donc cette musique-là, elle est restée quand même presque inchangée jusqu'à la fin du montage. Mais ce qui a été très compliqué, c'était de sortir de cette séquence. Parce qu'en fait, c'est l'ouverture du film. Et que quand on a commencé Très fort musique, vraiment, c'est très compliqué d'en sortir. Et là, il y a eu 35 versions, entre 8 et 10 minutes. Et voilà, en trouvant... Enfin, si on voyait la suite, vous verrez que ça se calme. Mais c'est vrai que le premier dialogue, le premier mot, il intervient, il provoque un choc. Je vais dire des bêtises, je vous laisse la parole. Ah non, c'est vrai, oui, c'est sûr que... Enfin, déjà, il y avait quand même il y avait un truc de l'ordre du défi, comme ça, de raconter. Là, on voit pas trop parce qu'il n'y a pas encore d'ellipses fortes, mais après, il y a des ellipses très fortes qui se mettent en place au fur et à mesure que ces 2 personnages ont ensemble grandi. Et la musique fait vraiment lien. Enfin, voilà, oui, c'est vraiment le narrateur du film, là, à ce moment-là. Et moi, j'avais pas du tout anticipé ça, mais c'est vrai que la grosse difficulté, finalement, c'était pas tant cette séquence-là, c'était celle d'après. Et comment on sortait de ça. Parce qu'on est enveloppé, et au bout d'un moment, on est vraiment... Oui, on s'habitue à ça et ça pourrait en fait durer, quoi. Ça pourrait durer plus. Déjà 8 minutes, c'est long, mais ça pourrait continuer. Et puis, sauf qu'à un moment, moi, j'ai une scène de texte, quoi. Et en plus, c'était une longue scène de texte. Vraiment beaucoup de dialogue entre le père et sa fille le matin. Comme ça, elle a 17 ans, ils se réveillent, ils sont au petit déjeuner, ils parlent. Et oui, au montage, on a passé vraiment beaucoup de temps sur cette séquence parce qu'il y avait une redescente qui était trop forte, quoi. Après l'ouverture musicale qui avait une vraie puissance, qui fonctionnait très bien, et la musique de Julie qui portait tout le film comme ça, tout d'un coup, se retrouver démuni, c'était trop violent. Et finalement, la séquence s'est réduite à son strict minimum. On a beaucoup coupé dedans. Et après, c'est vrai que oui, tout d'un coup, on avait envie que ça recommence. Et je me souviens, une des premières projections de montage qu'on avait fait avec un des monteurs son qui m'avait dit texto ça, il m'avait dit on a envie que ça continue, on veut pas que ça s'arrête, quoi. Et ça, c'était quand même un souci en fait, parce qu'il y a un film derrière. Et dans tes films, Erwan, il y a le mélange, et notamment dans La fille de son père, il y a le mélange entre le drame, la tragédie, et puis le cocasse, le burlesque, l'absurde. Quand on parle de montage, on parle de rythme, on parle de placement, mais est-ce que c'est aussi une question de montage, cette question de trouver le ton juste entre la comédie et le drame, avec cette musique, parfois, justement, une musique va être en soutien du drame, mais parfois, il vaut mieux une musique en décalage. Comment ça se travaille, cette histoire de ton juste ? Ça se travaille en fait, c'est-à-dire qu'il faut faire et refaire, il faut essayer plein de choses. C'est aussi pour ça que je lui demande énormément de matière et de propositions et de musique, et qu'on a besoin d'essayer plein de choses. Et c'est aussi pour ça que souvent, comme elle disait tout à l'heure, une musique qu'elle va proposer pour une séquence, on va l'essayer ailleurs, parce qu'on a besoin de savoir comment ça résonne autrement, et puis peut-être qu'on la remet au début, ça arrive rarement, mais en tout cas c'est ça, c'est ce que je disais, c'est laborieux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire, refaire, essayer à chaque fois, nous, au montage, de revoir ça comme si c'était la première fois, quelle sensation ça met, à quel endroit on est de ces ruptures de ton. Après, c'est sûr que dans le montage, comme dans la musique, ça se joue parfois, surtout sur de la comédie, à 1 image près, à 2 images près. Donc il y a un moment, ça devient vraiment de la dentelle, et la musique doit parfois accompagner. Le début là qu'on entend, la musique avait besoin d'être vraiment à l'image, quoi. Il y a quand même des points de montage qui sont liés aussi, enfin où la musique accompagne, elle n'est pas en rupture, elle est pas, donc c'est encore autre chose. Il n'y a pas une règle, quoi. Il faut travailler.
Il n'y a pas de règles. Et Amaury, on va parler donc de l'homme d'argile maintenant. Le temps évidemment avance. Et puis vous aurez vos questions. Préparez vos questions pour tout à l'heure. Amaury, alors, ce qu'on vient d'évoquer, fournir de la matière, la dentelle, est-ce que c'est quelque chose aussi qui te... Dans l'homme d'argile, il est question d'une sculptrice. Est-ce que le compositeur est aussi quelque part un sculpteur d'une matière de... Belle question. Oui, tout à fait. En fait, l'homme d'argile, bon, c'est comme les autres films, on se pose toujours la question comment on va accompagner. Enfin, ce qui est commun à tout ça, c'est que on dit pas, mais on est tous dans le même bateau, tous les trois, monteur, réalisateur, compositeur. On est parfois même la même galère en fait. Et cette galère, c'est toujours la même chose. C'est essayer de trouver un film qui marche et de trouver un personnage qui est attachant. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a tous en tête. Faire un personnage qui nous touche et toucher les spectateurs, que le film fonctionne. Il n'y a pas de règles. C'est une formule qu'on essaye tous de trouver en permanence. Il n'y a pas de règle. Voilà. Donc la parole circule, on trouve des idées, on fait des allers-retours avec la musique, des jeux de montage. Voilà. Nous, en général, on arrive quand le montage démarre, on retrouve un réalisateur qui sort de tournage, qui a vécu des mois de tournage, voilà, qui sont souvent rocambolesques, et donc on récupère un réalisateur qui est face à des images. Là, c'est bien réel, et on va devoir construire toute cette narration ensemble. Voilà. Donc l'homme d'argile, ça a pas coupé. On a eu des tas de problèmes. Le film devait s'ouvrir sur une grande séquence avec un feu de la Saint-Jean, et puis le tournage, ça n'a pas fonctionné. Voilà, les effets spéciaux n'ont pas marché, donc on s'est retrouvé en montage avec une séquence de début qui ne marchait pas du tout, voilà, qui n'est pas dans le film. Il a fallu donc trouver des techniques pour réécrire le début du film, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un montage pour refaire, pour donner du sens à l'histoire. Et puis surtout que le propos musical puisse rentrer. Donc on a eu l'idée de créer un générique de début musical, et le film s'ouvre là-dessus avec une image tournée, volée entre deux prises pendant le tournage. Donc ça, typiquement, c'est des solutions qu'on trouve vraiment en montage, quand on est face aux images, on est un peu parfois... on se demande comment on va pouvoir raconter les choses. Oui, effectivement, donc pour te répondre, on va sculpter effectivement les séquences les unes après les autres pour tisser une narration et faire quelque chose qui marche. Donc L'homme d'argile est le premier long métrage d'Anaïs Thélène, et tu as donc la particularité d'avoir fait les courts métrages également de la réalisatrice. La quantité de musique, le besoin de musique, la réflexion musicale, enfin en tout cas la collaboration, était-elle la même sur les courts ou les longs, ou alors tu as vraiment senti une différence dans Anaïs Thélène réalisatrice pour toi au passage vers le long? La présence de la musique dans les courts-métrages, elle est là, mais c'est clairement pas la même chose. Même s'il y a un truc incompressible, c'est quand même la compréhension de ce qu'on va raconter, ça c'est toujours la même chose. Après, on sent bien que dans un cours, évidemment, on n'a pas on a quand même beaucoup moins de place. Donc sur ces courts-métrages-là, on a fait effectivement... on a fait quelques musiques qui avaient du sens, mais en tout cas beaucoup moins que sur les longs métrages, c'est certain. Où là vraiment il y a des thèmes, et voilà, il y a un propos musical qui se développe. Dans Le Mal Bleu, par exemple, il y a une fête des voisins. C'est ta musique ? Attends, laisse-moi me rappeler. Attends, dans Le Mal Bleu. Tu as un extrait là ? J'ai un extrait. Aïe, aïe. Mais on n'en a pas parlé avant. Je m'en souviens et ça pas. se trouve, c'est pas de toi, mais tu vas me dire. On va être déçus si c'est pas de moi. Ah si, je me souviens, ok. Jean-Louis. Jean-Louis.
là aussi, la coupure, elle n'est pas qu'à l'image. Elle est aussi. Et donc, on reconnaît un thème qui est Aimer, qui est une chanson, mais autour, la musique, c'est toi. Oui, ça me revient, j'avais complètement oublié ce truc. Oui, en fait, il fallait faire croire qu'il y avait effectivement une soirée hors champ qui se passait, elle était réveillée, évidemment, c'est un cauchemar. Et effectivement, c'est le thème Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je me souviens plus du titre original, c'est ça. C'est ça. Et donc, on l'avait repris pour. Parce que c'est une chanson, ça y est, je me souviens, c'est une chanson qu'elle aime, dont elle parle avec quelqu'un dans le film avant. Voilà. C'est un travail aussi d'arrangeur quelque part de ce thème. Oui, complètement. Ouais. Ça nous arrive parfois de faire des reprises. Je l'ai fait pour leurs enfants après eux. On a fait 2-3 fois, on a fait des reprises. Ouais. Ça arrive aussi à Julie Rouet. L'idée, parfois, on voit un film, il y a des musiques intradégétiques, comme on les appelle, c'est-à-dire des musiques de club, des musiques de bar. Et parfois, on se dit, c'est un disque que le réalisateur a mis. Et parfois, pas du tout. Dans Jeune Femme, par exemple, beaucoup de chansons écoutées par Laetitia Doche ont été des compositions originales de Julie Rouet. C'est de la soul, c'est du... Ouais, mais pour des raisons économiques, beaucoup. En fait, c'est vachement pratique pour les producteurs d'avoir quelqu'un qui vous fait à la fois la musique du fond du bar et le score. C'est pas plus cher. Ouais. Et pour L'Homme d'argile, donc là, il y a une vraie construction narrative de la musique, donc avec un thème, avec une variation. À quel moment tu es intervenu sur L'Homme d'argile ? On parlait justement du moment du montage. Donc ça, tu travailles vraiment au moment du montage ? Alors, la particularité de ce film, on va le dire quand même, c'est que je partage ma vie avec Anaïs Tellen, donc... évidemment, je suis rentré tôt sur le film, mais bon, les problèmes restent les mêmes. On fait quoi ? Et du coup, ta question est... à quel moment c'est un peu tout le temps. Même le soir, quand on rentre à la maison, voilà. on en parle. Mais à quel moment elle prend forme ? À quel moment elle prend forme ? Elle prend forme. Alors, sur ce film-là, on trouve des couleurs avec Héloïse Péloquet, donc la monteuse, qui est aussi réalisatrice. On trouve des premières idées. On avait fait des musiques beaucoup plus un peu baroques au début. Et puis la parole circulant, un film il va là où on l'amène en fait. Donc on s'est rendu compte que il y avait trop d'ironie par rapport au personnage et qu'on préférait finalement basculer dans un vrai drame. Donc c'est quelque chose qui se construit dès le premier jour de montage. Quand on est devant la réalité des images et qu'on se dit ok, il va falloir qu'on construise quelque chose, jusqu'au dernier jour de mixage où je peux le dire, on s'engueule très fort sur qu'est-ce qu'on met sur le générique de fin. Et là on n'était pas d'accord, ça m'arrive rarement, mais là c'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur le choix de la musique de fin, où je trouvais que c'était un non-sens total. Voilà, donc tout ça pour te dire que j'ai gagné au final, ce qui est mais heureusement quand vraiment ça passe pas, voilà. Non, quand vraiment ça passe pas, vraiment je le dis. Sinon... Il y a d'autres moments à la gagner, j'imagine aussi. Oui, c'est une question c'est comme un mariage, quoi. Si on est contre, faut le dire maintenant ou se taire à jamais, quoi. C'était le moment, voilà. Donc tout ça pour dire que c'est quelque chose qui se construit du premier jour de montage au dernier jour de mixage, quoi. Alors il y a la particularité dans L'Homme d'argile d'avoir une musique de cornemuse qui est composée par l'acteur du film qui joue de la cornemuse. D'ailleurs la cornemuse il y en a aussi dans Perdrix il me semble. Et donc cette cornemuse que tu as intégrée à ta composition. Là aussi on peut parler de collage, un mélange entre deux types de musique. Quel a été ce travail-là ? Alors Raphaël Thierry, l'acteur du film et joueur de cornemuse, il joue depuis... il a toujours joué en fait. Et donc Anaïs voulait que le personnage aussi joue de la cornemuse, donc il nous avait proposé 3 thèmes. Et Anaïs en a retenu un. Et on sentait quand même assez vite que même si donc, le comédien et le personnage du film jouent aussi de la cornemuse, parce qu'il est question, donc il est aussi musicien, le personnage du film, pas l'acteur, que nous reprenions cette phrase du thème pour la mettre dans la musique originale. C'est quelque chose qu'on a senti assez vite finalement, et puis qu'on a fait, voilà. Donc du coup, Raphaël effectivement joue son thème, et on s'est servi de cette phrase pour la réintégrer dans certains thèmes du film. On va découvrir cette scène comme l'ouverture de La fille de son père. Ça fait partie comme ça des scènes qui me mettent un peu la chair de poule. On va la regarder, de L'Homme d'argile.
Et voilà, on peut applaudir Amaury. Avec cet orchestre qui prend de l'ampleur, il y a une dimension romanesque. Là, on avait essayé plein de solutions, on avait eu des synchros, des mamans, etc. Et à un moment, quand on commence à trouver une couleur dans le film, on sait qu'on veut partir dans un drame au premier degré. Typiquement, on a dit, OK, on reprend le thème, il y a une cohérence là-dedans, donc on l'a fait. Ouais. Ce qui est assez précieux de vous avoir quand même, Erwan, et puis via Anaïs Amaury, c'est que ce sont des films français où la musique a une vraie place. Il n'y a pas peur d'assumer la musique. Et dans le cinéma français, c'est précieux, ces réalisateurs comme ça qui assument la musique. Anaïs, par exemple, n'avait pas peur d'être dans le merveilleux, d'être dans le conte de fées, d'être dans le film de genre. C'est une collaboratrice, du coup c'est un cadeau pour un compositeur de pouvoir faire ce type de musique avec des références comme Michel Legrand par exemple. Oui, c'est vrai que c'est une chance. C'est une chance. Mais, je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais par exemple, sans citer d'autres collaborations où ça s'est mal passé, mais par exemple, il arrive des réalisateurs ou des réalisatrices où par exemple la musique c'est plus difficile, c'est moins évident, où parfois ils en enlèvent beaucoup, ils sont un peu allergiques à la musique, ce qui n'est pas les cas d'Anaïs et de Erwan. Je pense que si de toute façon, nous, on est là pour, on est au chevet des réalisateurs, on est là pour les aider, et une fois que le film est fait, on disparaît. Il y a la place que pour le film. Voilà, c'est notre job. Donc, oui, c'est vrai que la place de la musique a un peu changé parce que aussi maintenant on travaille différemment. On envoie des maquettes. Ce qu'on expérimente ces derniers temps, c'est qu'on envoie des maquettes suffisamment avancées aussi, et donc maintenant voilà, les monteurs, les réalisateurs les prennent, les charcutent, les montent. Ces dernières années, on ne travaille quasiment que comme ça. Donc ça m'est arrivé assez rarement. J'aime bien quand ça se passe comme ça aussi, quand un film est déjà monté et qu'on me dise tu fais ce que tu veux, t'y vas, et ça c'est aussi appréciable. Quand on fait un travail d'orchestre ou de scoring, etc., c'est encore un autre travail, ça. Et toi et Julie, vous avez de plus en plus de projets maintenant. En termes de temps investi, un projet par exemple, le fait qu'il y ait un montage finalisé, où vous ayez une période très précise pour lequel travailler, est-ce que vous priorisez ça aujourd'hui plutôt que d'intervenir sur un temps long où il y a des essais, des erreurs éventuelles qui impliquent du coup d'avoir une année disponible? Je vais parler pour moi. Moi, en fait, ça m'est pas arrivé. J'aurais pu avoir l'occasion, mais ça ne m'est pas arrivé de travailler dans un temps imparti sur un montage terminé. Et je crois que vraiment, je n'ai pas envie de ça. Moi, la raison pour laquelle j'aime ce que je fais, j'aime ce métier, c'est les moments de recherche, c'est les moments, c'est la rencontre, c'est le fait qu'on ne sait pas où on met les pieds. Et je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et ma toute petite expérience d'avoir fait de la musique de série où j'avais un peu plus l'impression de m'éloigner de la notion d'auteur, j'ai pas aimé en fait. Je me suis dit on se contente de peu. Et vraiment, ce que j'aime particulièrement dans le travail qu'on a avec Erwan et Julie, c'est que je sais jamais la musique qu'on va faire quand on démarre. Je sais pas où on va aller. Je sais que je vais aller dans des endroits où je ne suis jamais allée. Je sais que ça va me demander beaucoup d'énergie et de créativité, mais en même temps, c'est ça qui est génial, c'est que je sors de ma zone de confort, et je pense que c'est vraiment ça, ce petit frisson-là que j'aime bien dans ce métier. Vous avez fait une série, Erwan et Julie. Le travail de la série, c'est différent ou c'est pareil, ou votre collaboration était-elle la même? Franchement, oui. C'était... Ah oui. Après, c'est une série pour Arte, ce qui est toujours un peu particulier, parce que c'est des gens qui ont quand même un appétit pour la création, quoi, tout simplement, pour le dire gentiment. Donc, on peut essayer des choses. Et on l'a fait. Et avec Julie, après, ce qui était intéressant, c'est une série qui s'appelle Le Monde n'existe pas. Et il y avait une dimension qui était assez différente des films que j'avais fait avant. Donc, il fallait aussi aller ailleurs. Et c'était aussi la 4e collaboration qu'on avait ensemble. Donc, il y avait aussi l'idée d'aller chercher un peu autre chose, de se pousser un peu dans d'autres endroits. Et c'est vrai que moi, j'ai été... Je lui ai demandé encore plus, et parfois sans trop savoir non plus où ça allait, mais il a vraiment fallu pousser. Et la musique qu'a fait Julie pour la série est vraiment exceptionnelle, je pense. Et
Mais il y a eu des moments où on se sentait un peu en danger quand même. Ouais. Bah, il y a eu des moments où on trouvait pas, parce que c'est bien joli quand on dit on cherche et tout, mais c'est aussi dur, quoi. C'est-à-dire que c'est des moments, c'est pas juste on cherche, bon bah on va trouver. Non, il y a vraiment des moments où on trouve pas, et donc on se tape la tête contre les murs, on s'énerve. Moi, je suis dans la salle de montage avec Julie Dupré et je tourne en rond, et Julie Rouet m'envoie des musiques et je râle. Je suis pas très Moi, content. je suis pas là, donc je suis pas là, donc ça va. Et à un moment, je lui dis, mais appelle-la. Je fais, oui, je vais l'appeler. Et parlez-vous, oui. Mais on cherche. Et puis, à un moment, ça se débloque à un endroit qui n'était pas prévu. Mais ça passe quand même, là, en tout cas, sur cette série, c'est passé par des longs moments où on ne trouvait pas. Et où moi j'avais la sensation que ça pouvait être mieux, quoi, tout simplement. En fait, ça pouvait être autre chose, ou même où ça pouvait aller, ça pouvait inventer quelque chose de plus. Et je voulais que Julie trouve ça, mais c'était c'était même difficile à exprimer, quoi. Et après, je pense que c'est par rapport à ce que disait Amaury tout à l'heure sur l'endroit d'intimité qu'on peut avoir comme réalisateur au moment du montage avec le film ou la série, c'est vrai. Et c'est vrai que la musique est en fait presque un endroit d'inventivité, de recréation que le montage ne permet pas plus toujours. Peut-être que quand on arrive au bout de ça, c'est-à-dire que le montage, on fait avec ce qu'on a fait au tournage, et c'est pas toujours formidable. Des fois, c'est raté. Donc, on essaie de faire un peu la monteuse peut faire un peu de magie, mais la musique peut amener un autre endroit où on va se dire, tiens, ça peut encore être mieux, ça peut être plus grand. Donc, on va beaucoup investir là-dessus. En tout cas, moi, je sais qu'il y a des moments où j'en attends énormément de la musique. Parce que je me dis, c'est pas qu'elle va sauver la séquence. Parfois, c'est même sur des séquences qui sont bien, mais c'est juste qu'elle va en faire autre chose. Et c'est le dernier endroit où on peut encore créer quelque chose. C'est grâce à cette musique-là, parce qu'on ne sait pas ce que c'est encore. Donc, je lui demande rien que ça, moi. En tout cas, j'attends ça. Et donc, encore une fois, quand on dit se mettre en danger, chercher, ça veut dire parfois, c'est difficile. Et c'est là où c'est bien aussi de se connaître depuis un moment et d'avoir travaillé ensemble et de pouvoir aussi se dire les choses voilà. Alors je ne savais pas au moment quand j'étais investi pour cette table ronde, je ne savais pas. Et c'est en échangeant ensemble que j'ai appris que du coup la prochaine série de Julie Dupré, Un jour on fera l'amour, de Jérôme Bonnel, avec lequel tu as fait des longs métrages, notamment La Condition récemment, Le temps de l'aventure. Je ne savais pas que c'était Amaury, ici présent, qui a fait la musique. Donc la boucle est bouclée quelque part. Et donc c'est un travail en cours qui vient de se terminer. Et peut-être évoquer ce travail de série. En fait, on est en plein dedans. J'y passe même dans une heure. On est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Non, c'est le hasard. Très honnêtement, c'est exactement la même chose qu'on s'est raconté là. C'est les mêmes envies, c'est exactement la même chose. Je crois. Hein. C'est toi qui peux juger parce que tu connais les deux. C'est différent peut-être, mais en tout cas, il y a des choses quand même qui se. Oui, il y a des points communs d'exigence et d'envie que la musique soit un peu originale et un peu. De recherche en tout cas, et de questionner au montage jusqu'au bout où est-ce qu'on peut amener les choses, quoi. Ça, c'est sûr. Et avec Jérôme Bonnel, du coup, l'implication de la monteuse est-elle la même, différente ? C'est une autre collaboration, donc pour la musique en tout cas. J'ai du mal à en parler, mais je pense que la différence, c'est que peut-être la différence principale, c'est qu'il y a moins ce côté laboratoire qu'il y a avec Julie et Erwan, au sens où vraiment la matière musicale est comme un personnage en plus qui va irriguer tout le film et qui va être pensé. Jérôme, il a plus des intuitions musicales sur une couleur, un instrument, au départ, une rencontre et un dialogue comme ça qui se fait, mais avec peut-être une vision, avec peut-être beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de musique dans les films de Jérôme, mais ça reste quand même un travail extrêmement précis. Pareil, l'exigence est la même, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, c'est pas très différent. Et le passage du court au long a aussi eu lieu avec Jérôme Bonnel, parce que je crois que tu avais monté Quatuor, qui était un court-métrage de lui. Et Julie Rouet, tu as, avec beaucoup d'ailleurs réalisatrices et un réalisateur, et eu aussi ce passage du court au long. Il y a eu Émilie Loblé, avec qui tu as fait Bis Repetita. Et avant, il y avait un court-métrage, L'algorithme de Monte-Carlo, et c'était la même monteuse, Clémence Carré. Il y avait eu aussi Emma Benestan, avec Belle Gueule,
Seul et puis long métrage Fragile. Et puis récemment, il y avait Pierre Mazingarbe. Tu avais fait son court métrage Boostify et le long métrage est sorti l'année dernière, La pire mère au monde. Avant de vous poser les questions préparées dans quelques minutes, peut-être évoquer ces différentes collaborations du court au long, ce qu'on avait un peu évoqué avec Anaïs Tellem, la place de la musique, la réflexion, le type de collaboration. Qu'est-ce qui a été différent, la même chose, sur cette expérience? Ah ouais, moi j'ai des rapports différents, mais vraiment très différents de travail selon les types de cinéastes. Quelqu'un comme Émilie Noblet se sent assez, assez démunie pour parler de musique et me fait une confiance assez aveugle. Après, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, mais elle me donne beaucoup plus carte blanche quelque part. Emma Benestan, c'est quelqu'un avec qui on a aussi cherché un vocabulaire commun, mais plus avec des références musicales. Donc on va savoir que si on fait qu'on va aller dans la comédie romantique, donc elle va me faire écouter des choses. Enfin, c'est peut-être plus balisé, c'est moins laboratoire qu'avec Erwan. Et Pierre, j'ai rencontré via mon groupe Carte Contact. En fait, il était un pote de promo de Angèle, qui est l'autre moitié de ce groupe. Et donc, je sais qu'avec lui, ce qu'il vient chercher chez moi, c'est quelque chose qui gratte un peu. C'est un genre de punk cheap. Voilà, donc je sais à peu près sur quoi on part. Alors qu'avec Erwan, pas trop. Mais par contre, je crois énormément, et je pense que c'est intéressant de le dire dans un endroit comme la fête du court-métrage, au fait de faire partie d'une famille, d'une génération, et de grandir avec les cinéastes de ma génération. Et donc, pour moi, ça fait complètement sens de partir du court-métrage et d'aller vers le long. Et j'espère vraiment que ces relations-là durent, parce que j'ai l'impression qu'on construit quelque chose qui est impossible à faire en un seul film. Et il y a beaucoup de parcours aujourd'hui de la scène à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compositeurs, compositrices qu'on connaît sur album et qui se mettent à faire de la musique de film. Julie Rouet donc, a fait l'inverse, reconnue en musique de film et qui a sorti quelques albums récemment et fait des concerts. Amaury, tu as commencé aussi dans des groupes de rock, tu as fait des ciné-concerts avec une formation KFX Orchestra. Cette partie-là est mise de côté aujourd'hui ? Si j'ai le temps, je remonterai des choses de KFX Orchestra en ciné-concert. J'aimerais bien, ouais. Pour l'instant, il n'y a rien parce que, en fait, monter des spectacles comme ça, c'est formidable, mais c'est très chronophage. Et effectivement, en musique de film, on a moins le temps de faire ça. Mais je perds pas espoir et je pense qu'un jour, je le referai, ouais. Alors bien sûr, toutes les questions n'ont pas été posées, c'est toujours la frustration d'un temps court, c'est normal. Et si vous avez des questions qui vous démangent, c'est le moment. À vous. Bien sûr. Alors la première est toujours la plus compliquée. Voilà, qui va se lancer? Alors il y a pas mal de compositeurs dans la salle d'ailleurs. Compositrices même. Bonjour, merci beaucoup à tous et à toutes pour cette table ronde. Donc vous avez pas mal parlé de long métrage. Est-ce que vous auriez des expériences à nous partager sur les différences majeures en fait, entre le court et le long métrage? Quelles sont les différences majeures au niveau de la collaboration entre musique et montage? Est-ce que vous avez remarqué des différences quand vous êtes passé au long ou quand vous êtes retourné au court d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Le court-métrage, j'en ai fait quelques dizaines. C'est vrai que c'est un moment d'expérimentation où on est libre. Quant au long-métrage, c'est aussi un formidable terrain d'expérimentation, c'est certain. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que plus il y a d'argent, plus il y a des gens qui seront derrière toi pour te dire ce qu'il faudrait faire. Et plus il y a de pression, c'est certain. Donc j'ai refait quelques courts-métrages cette année et avec plaisir, je dois dire, parce que on peut tenter des choses, on peut un peu s'amuser aussi. Voilà, mais ce que je peux dire sur les deux, mais. Ouais, moi, j'ai commencé, comme toi, j'imagine, par des courts-métrages. Et après, c'est plus une question d'expérience. C'est-à-dire que je dirais que j'avais une espèce de timidité vis-à-vis des monteurs et des monteuses que j'ai appris à surmonter. Et j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'ai peur d'eux et elles, mais au contraire que c'était mes meilleurs amis, en fait, et qu'on allait vraiment travailler ensemble. Et ça, c'est un truc que je ne faisais pas au début. Mais en fait, le
le conseil que je donne maintenant aux gens qui démarrent dans la musique de film, c'est aller boire des cafés avec les monteurs et les monteuses au début du montage, parce qu'on doit travailler ensemble, vraiment. Et ça, d'ailleurs, je le dois à Julie. Je déballe des trucs, là. Après Perdrix, nous, en fait, on s'est vraiment assez peu parlé. Enfin, c'est mon souvenir, peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression de t'avoir assez peu parlé pendant le montage et qu'on s'est plus rencontrés au Festival de Cannes. Et que là, à ce moment-là, tu m'as dit qu'il y avait des morceaux qui sonnaient pas bien et des trucs que Erwan n'avait même pas écouté, du coup. Si, mais c'est pas grave. Non, mais c'est juste... Ça balance. Non, ça balance. Mais en fait, mais moi j'apprends. Voilà, il y avait beaucoup de morceaux, mais j'apprends des trucs. J'apprends que en fait, on aurait dû en parler à ce moment-là, et que moi j'ai sûrement pas fait suffisamment l'accompagnement que ça aurait mérité, de dire bah ouais, mes cordes elles sonnent pourries, mais c'est désolé, j'ai les samples un peu nuls. Et donc vraiment ce dialogue-là, je pense qu'on a appris à l'établir au fur et à mesure des projets, et vraiment ça c'est un truc. Voilà, c'est ça que je peux dire. C'est pas tellement une différence entre court et long que l'apprentissage de faire partie d'une équipe, en fait. Très bien. Oui. Juste à ça. Oui, droit de réponse. Juste dire que effectivement, nous, on a la responsabilité au montage de faire écouter les musiques souvent, et donc parfois on met la musique et le réalisateur il fait comme ça, et c'est hyper violent, je veux dire. Donc quand on n'est pas dans la salle. Voilà. Donc nous, on a tout ce travail pédagogique aussi à vraiment et voilà, et donc à expliquer aussi qu'il va y avoir un travail qui va être fait sur les sons, parfois de la pédagogie. Voilà. Donc c'était une parenthèse. Mais non, mais ça pose vraiment la question de comment on envoie des premières musiques, surtout à des jeunes cinéastes dont c'est un peu les premières expériences, pour qui c'est quelque part une violence. Quelqu'un a créé un truc. Au nom de leur œuvre, mais a priori sans avoir aucune prise sur ce qui va être fait. Donc je comprends la violence que c'est de recevoir cette musique ou de ne pas la recevoir. Et en fait, ça paraît dingue, dit comme ça, que je t'envoie un morceau et ce soit à toi de prendre la responsabilité de le faire écouter. En fait, il y a aussi un truc de procédé qui peut sûrement être... Non, mais souvent, quand même, les réalisateurs écoutent les morceaux et tout va bien. C'est pas ça. C'est juste que parfois, il y a des choix. Il faut intégrer les musiques dans le film, les proposer sur les séquences. Et parfois, l'étape de maquette sur certains morceaux, une musique qui peut être magnifique peut être inécoutable. Voilà. Ouais, et il y a des questions de timing aussi, parce qu'il y a des fois, on envoie un morceau et il n'y a pas la disponibilité pour l'écouter vraiment. C'est pas ce dont on a besoin à ce moment-là. Puis en fait, un mois après, ce morceau, on le ressort, on se fait mais pourquoi on n'a pas essayé ça? Pourquoi on lui a pas vraiment donné une chance? Et moi, ça m'arrive assez peu de revenir en arrière, justement. Et je pense qu'il y a des pertes, il y a des choses comme ça qui auraient pu être cool et qui, juste parce qu'elles sont arrivées au mauvais moment, n'ont pas été utilisées. Mais d'où le fait que des fois elles ressortent dans d'autres films. Il y avait une autre question. Oui, merci pour cette table ronde. Alors moi, j'ai une question pour le trio autour des films d'Erwan Leduc que j'aime beaucoup, et notamment la place du silence, qui est quelque chose qui me plaît énormément. En fait, il y a une grande part de silence, et notamment dans Perdrix, qui est le premier que moi j'ai vu, puis j'ai tout vu depuis. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose dont vous travaillez à trois? Parce qu'en fait, c'est aussi le rythme de montage de ce silence-là qui se dépose, la musique qui des fois arrive et puis qui d'un coup elle est très silencieuse. Enfin, il y a vraiment quelque chose autour de ça qui est très délicat et qui moi me touche beaucoup, et donc je me demandais si c'est quelque chose qui était réfléchi ou bien qui s'impose. Voilà. Merci. Ouais, c'est une bonne question. C'est dur de répondre à ça. C'est pas spécialement quelque chose dont on discute, je dois dire. En tout cas, pas avec Julie Hérouet. C'est plus de l'ordre de la sensation, oui. Moi, j'aime bien les contrastes. Enfin, donc, je vais mettre trop de musique d'un côté, et puis après, je vais l'arrêter, et puis ramener autre chose. Et donc, l'autre chose, ça va être de garder ce souvenir-là, mais dans le silence. Donc, mais c'est pas. Non, je peux pas dire que ce soit prévu. Enfin, là, c'est vraiment quelque chose qu'on découvre au moment du montage.
Et la musique, quand elle trouve sa place, permet aussi, en fait, à ces moments de silence, de trouver la leur, par opposition ou par décompression, en tout cas. Mais en tout cas, enfin, les deux vont ensemble nécessairement. Mais c'est vrai qu'on va d'abord travailler sur le plein avant de travailler sur le vide. Et ça va toujours, enfin oui, ça va rarement être dans l'autre sens quand même. Voilà. J'ajoute juste qu'on travaille la musicalité globale du film, c'est-à-dire que la musique est un élément musical, mais c'est la musicalité du film qui est constituée des dialogues et des silences. Et voilà, et c'est cette chose-là, et le rythme évidemment des raccords et la poésie en relation avec l'intérieur des plans. Mais vraiment, les silences, c'est quelque chose que tu demandes en montage, que tu imposes en disant là, on enlève tous les directs, on construit déjà ces silences-là sur la copie de travail. C'est vrai. Il y avait une question là, oui. Bonjour. Merci pour cette table ronde. Et j'aurais 2 questions, je me permets. Déjà, vous parlez beaucoup de la musique lors du montage. Est-ce que, notamment pour les courts-métrages, il y a quand même des fois où ils sont prévus dès le séquencier, à ce moment-là, il nous faudra une musique, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on donne comme indication au compositeur ? Là, dans ce moment-là, il me faut une musique dynamique ou de tel style. Est-ce que c'est déjà des choses qu'on a réfléchi dès le scénario et le séquencier ? Et la deuxième question, c'est pour un court-métrage, c'est quoi à peu près les temps de composition que vous devez allouer, mettons pour un court-métrage, je sais pas, de 5 minutes, enfin, ce que vous avez comme référence. Je dirais que plus les conversations autour de la musique commencent tôt, mieux c'est. C'est certain qu'on anticipe les choses. Si parfois il y a besoin de choses aussi au tournage, ça arrive. Il me semble que tu as tourné dans un film, non ? Tu as aussi un caméo dedans, donc ça, forcément, vous l'avez anticipé. Julie, je crois, a un petit rôle au piano, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, forcément, tu appelles le compositeur en amont, en tout cas si tu as des musiques à prévoir. Voilà. Et après, ça m'est arrivé de faire des maquettes en amont. Souvent, on repart zéro au montage. Parce que entre ce qu'on s'est figuré mais c'est quand même bien de le faire. Mais entre ce qu'on s'est figuré au scénario et ce qu'on a ramené du tournage, c'est pas toujours la même chose. Donc on repart à zéro. Et sur le temps qu'on a pour composer, c'est le temps qu'on me donne. C'est-à-dire si le mixage est prévu dans 6 mois parce que on attend la réponse d'un festival, on aura 6 mois. Si on n'a que quelques jours parce que le mixage est dans 3 jours, voilà. Et donc on fait avec le temps qu'on a. En tout cas pour moi. Oui, c'est ça. Le temps de montage d'un court-métrage, idéalement, il serait peut-être de 3 semaines. Et puis après, si ça ne se trouve pas, ça va se prolonger et nous, on va suivre. Mais en tout cas, en court-métrage, c'est quand même un laboratoire encore plus. On peut vraiment tester les trucs. Et je ne sais pas si... votre question, elle était plutôt du point de vue du réalisateur, non, de comment est-ce qu'on donne un brief ? Réalisateur beaucoup, et c'était plus une question côté réel pour... Ouais. Comment on prévoit d'intégrer les musiques, mais après sur le temps c'est plutôt pour vous, et je me suis permis une double question. Sur comment on prévoit, oui, ça peut arriver même quand on écrit, on s'imagine, on se dit tiens, à cet endroit-là j'aurais envie de telle musique. C'est ce que je disais au début, moi sur mes courts-métrages j'avais souvent une musique en tête, j'écrivais pas pour cette musique-là, mais parfois pas loin, de me dire je veux mettre ça, je veux ça, enfin oui, ça va être ça, en tout cas ça va venir à cet endroit-là. Mais comme j'ai pas travaillé avec des compositeurs sur les cours, c'est un peu différent parce que différent et en même temps non, parce que ça serait la même chose. C'est-à-dire que sur La fille de son père, par exemple, tout c'est ce qu'on disait sur le début, j'avais dit à Julie, toute l'introduction, ça va être musical, donc ça va être à toi de trouver ça, et donc tout le montage va s'adapter à la musique que tu vas composer. Donc c'était prévu dès le départ. Alors moi, je travaille pas avec des séquenciers, je découpe pas, j'ai pas de storyboard. Enfin, j'ai un séquencier, en tout cas, c'est pas dessiné, quoi, donc je sais pas plan par plan comment ça va se jouer, mais en tout cas, tel que je me le figure, oui, j'ai quand même des idées des moments musicaux du film, on va dire, ou des moments où je vais demander ça.
déjà les émotions et une idée du rythme et du style de musique. Ou ça, c'est quelque chose qui est découvert. Oui, on peut avoir cette idée-là, bien sûr. Après, ce qui est intéressant, enfin si, c'est bien d'avoir une idée précise et puis comme ça, on fera l'inverse. Donc, c'est toujours mieux de partir de quelque chose et puis ça va bouger. C'est plus intéressant. Mais oui, de la même manière, quand on écrit, que ce soit un court-métrage ou un long-métrage, on essaie il y a une structure émotionnelle du récit. Donc, la musique va s'intégrer à ça. Et donc, on va se projeter dans une émotion, dans telle musique, pour avoir tel rythme, telle sensation à ce moment-là. Donc, on y pense. Oui. Mais si la question, c'est comment avoir un dialogue fertile, j'ai l'impression que le bon terrain sur lequel parler, c'est celui des émotions, c'est celui de l'histoire, celui des personnages. On n'attend pas forcément un brief qui nous dise quel instrument utiliser, quel tempo, et c'est même un peu trop limitant. Et j'ai l'impression que ce qui est beau dans la collaboration avec un ou une cinéaste, c'est cette confiance qu'il ou elle nous accorde. Et c'est le fait qu'on ait choisi pour qui on est et pour ce qu'on va pouvoir apporter de surprenant, d'inattendu, et ce cadre, et ce dialogue-là, ça se construit évidemment. Enfin, c'est pas évident avec quelqu'un que vous auriez rencontré il y a 5 minutes. Mais c'est hyper important de prendre le temps de discuter, de parler de l'histoire, de parler de pourquoi on fait ce film, de qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Et j'aime bien l'idée de parler de comment on veut, quelle émotion on veut procurer aux spectateurs et avec quoi on veut qu'ils repartent à la fin du film. Je trouve que c'est un bon terreau pour laisser la place aux compositeuristes, mais pas que, aux autres collaborateuristes de création. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais vous voyez l'idée. Oui, question, une main se lève là-bas. Bonjour. C'était une question adressée à Erwan Leduc pour savoir un petit peu qu'est-ce qui a été déterminant dans votre rencontre artistique avec Julie Rouet en amont de votre collaboration. Est-ce que ça a été une rencontre humaine? Est-ce que vous êtes bien entendu? Est-ce que vous avez parlé directement de votre approche type laboratoire? Est-ce que Julie vous a dit je suis très souple, je peux m'adapter? Voilà. Comment ça s'est fait et qu'est-ce qui était important quand vous vous êtes mutuellement présentés pour vous dire que vous étiez compatibles pour travailler ensemble? Ouais. Non, non, pas du tout ça. Non, c'est beaucoup plus. On se connaissait pas du tout. Hein. En fait, déjà en amont, on s'était jamais croisés. Moi, j'ai commencé à réfléchir à l'idée de travailler avec un compositeur ou une compositrice en amont du tournage de Perdrix. Comme j'avais pas eu de collaborateur avant à cet endroit-là, je partais vraiment. Comme ça, un peu dans le vide. Ce qu'on fait en général dans ces cas-là, je me décale un peu pour me rapprocher de Julie, et puis il faut voir aussi. En général, on va aller regarder des films et se dire, tiens, bon, là, il se trouvait que j'avais pas d'idée préconçue. Ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais fait cet atelier qui s'appelle Émergence, où il y avait où il y avait aussi une partie avec des compositeurs et des compositrices, j'ai été regarder un peu tous les gens qui étaient passés par là. Julie était passée par là. J'ai écouté, tout simplement. J'ai fait un par un, j'ai écouté. Souvent, maintenant, il y a des sites internet où on peut entendre la musique et c'est assez pratique. Et donc j'écoutais ce qu'elle faisait et c'est des choses très... Moi, je me souviens d'un morceau. Alors oui, il y avait un éclectisme en fait qui m'intéressait dans ses compositions. Une manière d'aller un peu partout. Et je me souviens d'un morceau comme ça d'électro qui tout d'un coup allait à un endroit qui était limite... qui était assez agressif, quoi, presque, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant si elle fait ça, c'est intéressant. Enfin voilà, mais c'est très instinctif. Après, on s'est rencontrés, on a pris un café, et comme on est un peu timides tous les deux, on était un peu comme ça, et sans trop savoir. Et puis après, je sais même plus si peut-être qu'on s'est revu une fois ou deux, mais je suis même pas sûr. En tout cas, c'est la seule personne que j'ai rencontrée, Julie, et je me suis dit, on verra. et en tout cas, ça me paraissait possible. Ça me paraissait pas impossible. Et
mais après, c'est en faisant, quoi, c'est en fabriquant, mais c'est vraiment, oui, c'est intuitif, quoi, c'est sur une sensation, c'est sur la musique, c'est pas, et l'aspect humain, après, il vient derrière, on apprend à se connaître, bon, bah voilà, et ça fait 4 films, séries qu'on fait ensemble, donc ça s'est plutôt bien passé, mais en tout cas, au départ, mais c'est un peu comme avec les acteurs, actrices, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose c'est une sensation qu'on peut avoir, on sait pas trop, tant qu'on n'a pas travaillé ensemble, en fait, ça vaut pour tous les gens avec qui les réalisateurs travaillent, c'est tant qu'on n'a pas vraiment travaillé ensemble, c'est difficile de savoir. Donc voilà, c'est en travaillant derrière et puis en faisant les choses. Mais au départ, c'est juste sur un morceau, c'est une espèce d'intuition comme ça. Merci. Je crois qu'on doit arrêter, ou une dernière question peut-être. Allez, une dernière question. Ouais, 2 dernières questions. On peut avoir 2 dernières questions. Poser une, donc... Oui, alors rapide dans ce cas. Moi, ma question, elle est très simple. Je découvre le réalisateur Erwan Leduc et vous parlez de musique et de montage. Et je voudrais savoir si vous avez un film à vous particulièrement où vous êtes fier de la collaboration musicale et que pour que je puisse découvrir vos films, que vous me conseillerez de voir. Ouais, tous. Enfin, non, mais il y en a 2. Non, mais il y a un film qui s'appelle La fille de son père où le travail avec Julie, oui, la musique est très importante. C'est celui-là, on a vu l'intro. Sinon, la série Le Monde n'existe pas. Vous pouvez regarder aussi ces 2 trucs différents. Vous pouvez regarder aussi le film Perdrix. Vous êtes satisfait de... Non, mais je suis pas satisfait. Moi, quand je revois ça, là, je peux pas regarder, moi. Mais c'est pas la question. Mais c'est juste... en tout cas, je suis satisfait de la musique et de la collaboration musicale. Si vous voulez, oui, la musique de La fille de son père est remarquable. Après, dans un genre très différent, je trouve que la musique du Monde n'existe pas, la série, qui est une mini-série en 4 épisodes, ça se regarde rapidement. Je pense que ça coûte pas cher sur Arte, VOD. Et je trouve que la musique est vraiment aussi assez remarquable dans sa singularité, on va dire. Très bien, je regarderai ça. Ouais, voilà. Merci. Merci. Du coup, je suis même pas sûre que vous allez avoir le temps de répondre, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. On a parlé beaucoup de musique et de montage aujourd'hui. J'ouvre un petit peu la discussion. Est-ce que il y a d'autres moments où la musique peut être créée sur un film et où elle va évoluer? Je pense notamment à une conversation qu'on a eue avec le collectif Troisième Autrice récemment avec Fanny Martin, qui est monteuse son, qui elle nous expliquait que voilà, elle n'a pas de pitié avec ce qu'on lui envoie et que tout est transformé, la musique devient un autre univers complètement. Moi j'ai aussi travaillé avec des mixeurs avec qui on a réécrit la partition le jour du mixage. Donc comment finalement, quel rôle a le réalisateur finalement à toutes ces étapes-là aussi? Est-ce que c'est vraiment le réalisateur qui choisit la musique de son film? Il y a beaucoup d'intermédiaires, mais voilà, finalement, est-ce que la musique du film, elle se développe pas aussi au fur et à mesure de toute la post-production, même avant, mais pendant toute la post-production, et finalement, à quelle étape est-ce qu'elle prend sa forme définitive, finale? Est-ce qu'elle en a une seulement? Moi, je le crois, effectivement. Je pense que beaucoup de choses se font au montage, on l'a dit aujourd'hui, mais je reste ouvert en tout cas à la période du montage son et à la période du mixage jusqu'à la fin. Parce que je sais que le réalisateur, pour lui, c'est un film, c'est un train qui avance, c'est une matière mouvante comme ça qui va sans arrêt être transformée. On va construire des choses jusqu'au bout, c'est évident. L'espace sonore va changer avec le montage son. Le mixage, il a lieu dans des salles qui sont 3 fois plus grandes que chez nous, donc le rapport, la distance par rapport à l'image est très différent. Donc ça m'est arrivé aussi de complètement revoir des choses au mixage parce que le rapport le niveau de basse, le niveau de reverb change complètement. Voilà, c'est encore une autre expérience. Donc je reste ouvert à toutes les étapes. Ouais, mais là ce que tu dis, c'est qu'au mixage tu mixes en fait, ce qui est plutôt logique. Là, j'ai l'impression qu'on parle de chamboulement. C'est pas bon signe. S'il y a un chamboulement d'écriture, c'est pas bon signe. Ouais. Mais, pour moi, une relation qui se passe bien, enfin un travail qui se passe bien, en fin de montage, on a déjà quasiment tout trouvé et après, il reste à passer la dernière couche de vernis. Et s'il y a des choses qui se passent après, enfin, je repense à cette conversation avec Fanny Martin, la monteuse son qui refabrique une musique. En fait, j'ai l'impression qu'on fait
pas tous le même métier. C'est-à-dire que toi ou moi, on est là, tu disais, au chevet des films dès le premier jour de montage. Il faut imaginer qu'il y a des compositeurs, des compositrices, notamment, pardon, je balance, mais ceux qui viennent de la scène, qui n'ont pas le temps de faire tout ce travail, qui ne le font pas ou qui n'ont pas imaginé que ça allait prendre tout ce temps-là d'être au chevet d'un montage et d'un film qui se fabrique, et qui donc balancent un morceau et pour eux, c'est bon, le travail est fini. Et dans ce cas-là, je comprends tout à fait qu'une monteuse son ait besoin de retravailler la musique qui ne va pas dans sa première version. Mais pour moi, c'est vraiment parce qu'on ne fait pas le même métier. Pour moi, il n'y a pas de bon moment, c'est-à-dire dans le sens où c'est un peu comme la peinture, il y a de la peinture figurative et de la peinture abstraite, et il y a des réalisateurs pour qui c'est angoissant, mais angoissant de ne pas avoir fini le montage image avec vraiment, en ayant défini toutes les musiques, là où elles commencent, là où elles se terminent, les instruments, le tempo, et ensuite ils vont pouvoir souffler. Ils ont écrit. C'était la dernière écriture et le reste n'est que de la décoration. Il y a des réalisateurs qui, jusqu'au mixage, vont changer les musiques. Ils vont peindre jusqu'au bout, ils vont faire des brouillons jusqu'au bout et ils vont tout chambouler. Et derrière, il y a des équipes qui transpirent parce qu'il faut des droits, Enfin bon, bref, voilà. Donc, il n'y a pas de bien ou de pas bien, il y a juste des façons de travailler. Mais c'est vrai que dans l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui... amener des musiques au mixage, ça devient quand même un problème, quoi. Voilà. Eh bien, je pense que cette table ronde était très précieuse pour vous tous. Des beaux témoignages, on peut les applaudir. Merci à la technique.